Bonsoir à tous et bienvenue dans Capital. Alors que les vacances de Pâques ont démarré et que les beaux jours arrivent, eh bien c'est le temps rêvé pour prendre l'air et vous êtes de plus en plus nombreux à craquer pour les parcs d'attractions, mais aussi les zoos. Regardez cet engouement, à peine 3 millions de visiteurs dans les années 80, mais ça c'est à ce moment précis qu'apparaissent les grands parcs à thème, notamment des locomotives comme Disneyland Paris. Résultat, explosion du nombre de visiteurs, 37 millions français comme étrangers à la fin des années 90. Et depuis, ça progresse encore. L'an dernier, 70 millions. En période de crise, vous êtes nombreux à tirer un trait sur les vacances, notamment à la mer, pour préférer à la place les parcs et les zoos. Il faut dire qu'ils sont moins chers, moins loin et surtout très dépaysants. Zoos et parcs d'attractions, ils sortent le grand jeu. C'est le thème de Capital ce soir. On ouvre le sommaire ensemble. La France compte 300 parcs animaliers et aujourd'hui une dizaine trustent le marché avec une débauche de moyens, à commencer par les animaux rares. Les filles ! Des ours, des lions blancs ou encore des éléphants dont la toilette devient même un spectacle. Oui, good boy. Lift. Là, very good. Pour conquérir toujours plus de visiteurs, ces parcs misent sur des expériences uniques comme dormir dans un lodge, sorte de 5 étoiles au cœur du parc. Et comme voisin de chambre, vous allez le voir, des ours polaires. Derrière tout cela, un commerce déroutant. En Afrique du Sud, des fermiers élèvent à la chaîne des animaux rares comme si c'était du bétail. Les petits ont 6 mois, ils sont déjà vendus. Dès qu'ils partent, on remet les parents ensemble et ils pourront s'accoupler et faire plus de bébés. Certains animaux vivent dans d'immenses propriétés privées et sont capturés lors de chasses en hélico, alors que pendant ce temps, les ventes, elles, se font aux enchères et les prix explosent. 580 000, quelqu'un veut 600 000 ? Quand on ne va pas au zoo, que faire des enfants le week-end quand ils tournent en rond? Ça se passe dans les zones commerciales. Des parcs d'un genre nouveau voient le jour partout en France. Le principe des aires de jeux couvertes avec profusion d'activités. Déjà 500 adresses dans l'Hexagone et un ticket d'entrée autour de 10 €. Tu mets ton pied sur la pédale et tu regardes bien devant toi. Regarde devant toi. Voilà. Les enfants s'amusent, les parents respirent. Le numéro 1 en France, il s'appelle Royal Kids. À sa tête, un ambitieux patron qui se rêve déjà en empereur des jeux pour enfants. Et dans sa conquête, il a embauché toute sa famille. Pour se faire connaître, l'entreprise n'hésite pas à faire sa pub devant les écoles. Allez les garçons, viendrez nous voir ce week-end. Ça aussi, c'est une destination très prisée le week-end, les parcs d'attractions. Ils ne cessent de se réinventer. Derrière le géant Disney, un Français dans le rôle du conquérant, le Futuroscope, au programme 3D et des sensations fortes. Le parc se renouvelle après avoir frôlé la banqueroute. Sa stratégie désormais, que le public multiplie les emplettes. Les gens dépensent plus d'argent à bien manger, à boire un verre par ici, à dormir à l'hôtel, qu'ils ne dépensent de l'argent pour rentrer dans le parc. Le Futuroscope semble avoir trouvé la formule magique parce qu'il est même applaudi à Hollywood. Qui est capable en France d'écouler 20 millions de tickets par an? Réponse, les parcs zoologiques. Ils sont une dizaine à s'accaparer l'écrasante majorité des visiteurs dans le pays. Leur recette, des animaux stars, du spectacle et de grands espaces. Notre enquête ce soir nous emmène dans 2 des plus grands zoos de France, Amnéville, c'est en Moselle, et La Flèche, dans la Sarthe. Nous irons aussi en Afrique du Sud où vous verrez ce qu'on ne montre jamais, à savoir le commerce d'animaux rares élevés comme du bétail à la chaîne. Enquête signée Maël Joulin. C'est un grand jour au zoo d'Amnéville. Dans la famille des rhinocéros, on se prépare à fêter un heureux événement, rarissime en captivité. Un bébé est né dans la nuit. Dès leur arrivée, les soigneurs se précipitent pour regarder la vidéo de la naissance. Comme elle est calme, c'est impressionnant. Voilà. Sur les images de la caméra de surveillance, on aperçoit la femelle mettre bas après 17 mois de gestation. Elle se relève aussitôt, hop là. Elle est dehors, la poche se déchire. Hop. Et voilà, ouais. C'est le premier, donc ouais, l'émotion, on peut dire qu'elle est intacte. Hein. Ça fait presque 12 ans qu'on l'attend, ce petit rhino. Hein. Très vite, le petit tient debout sur ses pattes. Une première naissance sans accroc, c'est un exploit et c'est surtout un atout formidable pour les responsables du zoo. Car ce bébé
va faire venir des milliers de visiteurs en plus. Ça va bien, oui, ça va. Salut David. Bonjour Michel. Regarde. T'as toujours bien le petit chou. Eh ben ouais, écoute, il se porte bien, ça va très bien. Il est bien dynamique, bien vif, affectueux et calme. Vous avez déjà pensé au prénom? Ah, il est déjà baptisé, ouais. C'est Shango. Shango. Eh ben, bienvenue Shango. On l'attendait depuis un moment celui-là. Hein. On l'a attendu. On l'a attendu, ouais. Un grand moment. Ouais. Patienter 12 ans avant de voir naître un bébé, c'est aussi à ce prix que le zoo peut espérer garder une longueur d'avance sur ses rivaux et surtout attirer les visiteurs. Car la sortie au zoo en famille, c'est l'un des loisirs préférés des Français. Chaque année, ils sont 20 millions à se bousculer aux caisses. Une manne trustée seulement par une dizaine de grands parcs zoologiques. Entre eux, la concurrence est féroce. Alors, pour attirer le public, les zoos se livrent à une folle surenchère. Il leur faut déjà se battre pour obtenir les animaux les plus rares. Éléphants, ours polaires, gorilles, lions blancs. Mais cela ne suffit même plus. Pour se démarquer, certains se lancent même dans de grands spectacles de fauves. D'autres jouent à fond la carte de l'expérience inédite en immersion directe avec les animaux. Et pour mettre la main sur ces créatures extraordinaires, il faut parfois aller les chercher à l'autre bout de la planète. En Afrique du Sud par exemple, où la demande mondiale fait prospérer un incroyable marché aux bestiaux exotiques. 580 000. Pendant un an, nous avons pu suivre les coulisses de deux des plus grands parcs français engagés dans cette course à la nouveauté et aux sensations fortes. Une bataille qui se joue aujourd'hui à coups de millions d'euros. Mais pour profiter de ce spectacle, il faut être prêt à y mettre le prix. À une vingtaine de kilomètres de Metz, à l'est de la France, le zoo d'Amnéville est le deuxième parc le plus fréquenté de l'Hexagone. 650 000 visiteurs s'y pressent chaque année. C'est dans ce parc que Lydie, son mari et leurs deux enfants ont décidé de passer leur journée. L'entrée adulte est à 33 €, celle des enfants est à 27 €. Avec quelques extras en plus, la facture devient salée. Donc 159 € s'il vous plaît. Merci beaucoup aussi, au revoir. C'est excessif. Je pense que toutes les familles ne peuvent pas se permettre ça, mais ça reste beau, quoi. C'est une fois dans l'année, donc faut vraiment mettre des sous de côté et puis pour en profiter. Moi je pars en vacances, moi je pars de ce principe-là, et puis je pars en vacances, je me lâche, on verra le reste après. Les comptes, on regarde après les comptes, on regarde pas avant. Voilà. Ça sert à rien avant, on regarde après. Eric est pâtissier. Lydie prépare les commandes dans un drive de supermarché. Mais si ce couple est prêt à s'offrir un tel luxe, c'est qu'une journée comme celle-ci lui donne la sensation de l'évasion, tout près de chez eux. Lionel, là-bas, il a failli tomber. Mais pour ce prix-là, le zoo ne peut pas se permettre de décevoir ses clients. Première astuce, fini le zoo à l'ancienne. Plus de cages, ni de barreaux. Les animaux sont présentés dans de grands espaces qui reproduisent leur milieu naturel. Cerise peut ainsi s'extasier devant des loups qui gambadent. Ah si, là-bas, oui, d'accord, ça y est. C'est quoi, c'est les bisons qui sont là, non? J'ai vu, c'est les loups. Calmez, mec. Pas de vitres, pas de grillage, il n'y a rien. Donc c'est encore mieux. On a presque l'impression qu'on pourrait les toucher. Donc c'est quand même super sympa. Deuxième astuce, éviter que les animaux ne dorment ou ne se cachent. Un grand classique des zoos. Alors, pour garantir aux familles de voir des animaux bien réveillés, le parc crée l'animation avec des sessions de nourrissage en public. C'est Marine qui est à la manœuvre. Je suis fière de toi, mon gros.
À force de jeter des sardines, elle parvient à attirer l'attention de l'ours polaire. On va aller le caresser? Mais non, c'est trop dangereux, cocotte. Il a l'air très gentil comme ça, mais... C'est super. Le reste de la journée, la famille va pouvoir observer des hippopotames, des gorilles, des tigres blancs et des éléphants. Avec ces 2000 animaux, le zoo a mis les moyens pour que les visiteurs en aient pour leur argent. Pourtant, ils sont loin d'imaginer à quel point faire fonctionner un zoo coûte cher. Chaque jour, le parc dépense 40 000 € en frais fixes. Mais alors, où passe une telle somme? L'une des principales dépenses ici, c'est la nourriture. Car bien sûr, les animaux mangent tous les jours et il leur faut leur dose. Les herbivores, comme les rhinocéros ou les bisons, ruminent 2 tonnes de foin chaque jour. Cheyenne, allez. Les gorilles, tapirs et autres amateurs de fruits et légumes en dévorent 600 kilos quotidiennement. Et pour le bien-être de ses protégés, le zoo nourrit carrément ses animaux avec des produits de première qualité, les mêmes que ceux que nous achetons au supermarché. Les 300 mètres carrés de frigo regorgent de victuailles de choix. Les viandes de bœuf et poulets indispensables au menu des fauves, ou les poissons pour les otaries. Mais aussi tous les régimes particuliers, comme les souris pour les serpents, vers vivants pour les singes, et même des grillons pour les nandous, une espèce voisine de l'autruche, une friandise dont ils raffolent. En tout, la facture nourriture s'élève à près de 2000 € par jour. Et nourrir les animaux, ça ne se fait pas tout seul, il faut beaucoup de personnel. 220 employés se relaient 7 jours sur 7, en pleine saison. C'est le poste de dépense le plus important ici. François Vogler est l'un des plus anciens soigneurs du zoo. Un métier qui tient autant de la nounou que du coach sportif. Et on le comprend avec ses premiers clients du matin. 3 tamanoirs fourmiliers, 2 drôles d'animaux de la famille des paresseux. Comme pour des enfants, François connaît leurs petites habitudes qu'il ne faut surtout pas changer. Là, je chauffe leur nourriture. La nourriture de qui? La nourriture des fourmiliers géants, tamanoirs géants. Ah, c'est au petit soin, hein? Ah bah oui, faut pas leur donner froid. De toute façon, froid, ils mangent pas. Faut pas les brusquer, faut pas venir le matin et commencer à faire du bruit ou quoi. S'ils sont mal lunés, c'est toute la journée qu'ils vont mal le prendre, quoi. Ils vont pas être bien, carrément. Dans la nature, ces animaux se délectent de fourmis. Ici, ils sont nourris avec une mixture à base de steak haché et de bouillie, agrémentée d'une bonne dose de terre. Ils en consomment énormément quand ils mangent les fourmis, quoi, ou les termites dans les fourmilières, dans les termitières. François a un timing très précis à respecter. Pas plus de 30 minutes par animal. Mais décidément, ce matin, les tamanoirs, ces petits êtres délicats, ne sont pas très coopératifs. Ah. Pas très fin, ou alors la température ne va pas. C'est exigeant? Ouais, c'est très, très pointilleux au niveau des températures, la nourriture. Un quart d'heure plus tard, François est trop en retard sur son planning. C'est donc un autre soigneur qui vient prendre le relais. Il doit convaincre Attila et Keisha de partir au travail et d'aller se faire admirer par le public. Voilà, c'est bien. Tout le monde dehors. Dans l'enclos des bisons, François est passé au nettoyage. Il a 500 mètres carrés à ratisser le plus vite possible, car les visiteurs sont déjà là. Ensuite, il devra encore aller s'occuper d'une centaine d'autres animaux. Un poste pour lequel il est payé 1800 € net par mois. Ces soins indispensables au bien-être des animaux sont une vraie dépense qui s'impose à tous les zoos. Allez, viens. Sauf qu'en général,
les visiteurs n'y assistent pas. Mais ici, tout ce temps de travail n'est pas perdu. Le zoo a choisi d'en faire un spectacle. Tous les jours, l'un des deux éléphants passe à la douche sous le regard amusé du public. La séance va durer 40 minutes. Au programme, hydratation et pédicure. Left, oui, good boy. Left, left. Là, very good. Ici, on chouchoute tout particulièrement les pieds, car ils sont très sensibles. Très bien, mon gamin. Ils supportent tout le poids du pachyderme et peuvent donc présenter des abcès. Allez, viens. Allez, à jouer. Ah, il n'y a plus. Il n'y a plus. Le dernier gros poste de dépense du zoo, ce sont les entretiens quotidiens des enclos et du parc. Car de petits détails peuvent gâcher une visite, comme les panneaux de signalisation. Les anciens étaient peu lisibles et provoquaient de nombreux mécontentements. Il a donc fallu en racheter. Ces nouveaux panneaux ont coûté près de 60 000 €. Mais c'est à ce prix-là que le parc peut faire revenir les clients. Voilà, bonne fin de journée. Au revoir. Car fidéliser les visiteurs, c'est le nerf de la guerre pour rester rentable. Et voilà. Ici, les familles ne reviennent que tous les 2 ans, alors pour les attirer plus souvent, le zoo a dû trouver d'autres moyens. Eh oui, on rentre pas par l'entrée normale. Ces enfants accèdent au zoo par une entrée dérobée, car ils ont payé pour une visite privilégiée. Pendant 4 heures, Marion, la responsable pédagogique, va leur faire découvrir les coulisses du zoo, habituellement interdites au public. Pour les enfants, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces animaux, Vous venez tous à côté de moi. On va se mettre comme ça. et notamment l'ours brun. Est-ce qu'il a l'air gentil, Moural? Oui. Est-ce qu'il a l'air calme et sympa? Oui. Et les ours, ce sont les animaux les plus dangereux dans le zoo. Ils sont vraiment imprévisibles. Ces enfants sont tous déjà venus dans ce zoo. Comme Marine, qui en est à sa 3e visite. Mais ce moment particulier, elle l'attendait avec impatience. Je rêve de travailler avec les animaux, donc voilà, j'ai voulu venir aujourd'hui pour m'occuper d'eux. Donc tout le monde prend une grosse poignée et vous cachez ça où vous voulez. La mission des enfants, cacher la nourriture de l'ours brun. De cette façon, le plantigrade va chercher les aliments, un moyen de capter son attention et de le stimuler. Vient enfin le moment d'observer l'ours. Hop, boulet. Bah, il allait manger là où j'avais mis bien caché, donc je suis contente. Depuis leur création l'année dernière, ces matinées ont un énorme succès. Il faut réserver au moins 6 mois à l'avance. Et en plus, les enfants deviennent vite accros. C'est une activité qui est devenue un produit phare. Et effectivement, je crois que les parents sont contents. On a beaucoup d'enfants qui veulent revenir. Donc l'année prochaine, on changera les animaux parce qu'on va les voir grandir, ces enfants qui vont revenir d'une année à l'autre. Fin de la visite. Les enfants retrouvent leurs parents pour un petit passage à la caisse. 80 € s'il vous plaît. 80 €, le prix de ces 4 heures exclusives. Ainsi, en multipliant ses recettes comme avec ses visites VIP ou la boutique souvenir, le zoo a même dégagé l'an dernier 1,5 million € de bénéfices sur 23 millions de chiffre d'affaires. Un beau parcours depuis sa création il y a 30 ans. 43 € s'il vous plaît. Vous savez, c'est une bien belle réalisation que ce parc zoologique d'Amnéville. Le jour de l'ouverture, le public peut découvrir un petit zoo comme il en existe tant d'autres. Derrière ces grillages, les premiers visiteurs doivent se contenter d'admirer quelques animaux plus ou moins exotiques. Rien d'extraordinaire jusque-là. Ah oui, on a ouvert, ça faisait 5 hectares. Sauf pour Michel Louis, le fondateur, qui lui a déjà de grandes ambitions. Alors, le jour de l'ouverture, le 28 juin 86, il y avait 185 animaux. L'année suivante, il y en avait déjà 200, 250. Et puis, tous les ans, on a grandi. Une vision qu'il porte en lui depuis toujours. À 28 ans, cet agent d'assurance emprunte l'équivalent de 750 000 € d'aujourd'hui pour se lancer dans l'aventure. L'aboutissement d'un rêve de gosse, car il a toujours aimé passer ses journées à observer les animaux. Vous savez, quand on est passionné, on s'en lasse jamais. Et je suis toujours là, moi, 7 jours sur 7. Je suis un passionné 100%, 110%.
Mais voilà, je connais que ça, hein. Faut rien me demander sur les voitures, ou sur la mécanique, ou sur l'informatique. C'est pas mon truc, hein. Sous la houlette de Michel, le zoo est passé de 5 à 50 hectares. Mais le nombre de visiteurs a surtout grimpé il y a 10 ans, lorsque Michel a décidé de faire jouer les animaux dans des spectacles. Une idée très novatrice à l'époque pour un zoo, qu'il emprunte au monde du cirque ou des parcs d'attractions. Ces spectacles sont compris dans le prix d'entrée. Le plus couru ici, c'est celui des otaries. La famille de Lydie s'est installée une demi-heure avant le début du show. Et pourtant, cette arène de 2000 personnes est presque déjà complète. Là, c'est blindé. Pour les gens qui arrivent là-bas, il n'y a pas de place. Pendant 25 minutes, 6 otaries et 2 soigneurs vont assurer le show. Grâce à des bassins transparents, le public n'en perd pas une goutte. Tu manges que du poisson sans pas de terrible. Tu ne vas pas en avoir les paris. Tu vas la mettre où? Là, dans la piscine. Ben, il serait malheureux. Non, mais des jouets. Il serait trop petit. Depuis que les spectacles ont été lancés, le zoo accueille au moins 10% de visiteurs en plus chaque année. De quoi rentabiliser les 5 millions d'euros que ce complexe a coûté. Un pari réussi jusqu'à présent. Mais cette année, Michel Louis s'est lancé dans un projet bien plus risqué, grâce auquel il espère frapper un grand coup face aux autres zoos concurrents. Un spectacle dont les vedettes sont jalousement gardées à l'écart. Pardon. Ah, ma fille. Nina. Zouri. Kibuki. Zouri. Oui, ma Zouri. Bravo, ma fille, t'es belle. Pour cette grande première, Michel Louis a décidé de mettre 9 tigres en piste. Parmi tous les animaux, ce sont ceux qui le fascinent le plus. Alors, Daran, son surnom, c'est le gentil voyou. Parce que il est affectif, mais le message qu'il aurait tendance à me faire passer, c'est « Je t'aime bien, t'es mon copain, hein, mais je fais ce que je veux. » Oui, hein, Daran? Oui, brave, mon petit. Oui, tu es brave, mon Daran. Oui, le brave, mon petit. Si Michel Louis a une relation si particulière avec ses tigres, c'est que depuis sa plus tendre enfance, son rêve le plus fou était d'être dresseur de fauves. Alors pour ses petits protégés, pas question de lésiner sur les moyens. Oui, tu es belle, ma Rani. Oui, elle est belle, ma petite fille. Hein. La fauverie là, elle fait rêver tout le monde. Hein. Mais on a voulu faire quelque chose au top, hein, un 4 étoiles pour tigre. En tout, pour ce nouveau spectacle, ce patron, très sûr de son coup, a dépensé 18 millions d'euros. Oui, tu es mignon. Ça veut dire bien joué. Hein. Le prix du billet va augmenter de 2 euros, mais malgré cela, il est persuadé d'attirer les foules. J'ai prévu 100 000 entrées de plus. Notre ami du Puy du Fou m'a dit il n'y a pas longtemps, mais t'es fou, tu vas faire 1 million d'entrées avec ça. Bon, tant mieux, mais voilà, moi, je préfère qu'à la fin de l'année, le banquier me dise vous avez dépassé vos objectifs, que lui expliquer pourquoi je ne les ai pas atteints. Hein. Tiger World, c'est une folie. Mais c'est important pour nous que tous les ans, on fasse du nouveau. Tiger World, c'est le nom hollywoodien de ce show. Il faut dire que Michel Louis a vu grand. Cette salle de spectacle, digne de Las Vegas, doit pouvoir accueillir 2000 spectateurs. À l'extérieur, d'immenses cascades couvriront les façades. À l'intérieur, un décor monumental. Un temple cambodgien a été reconstitué autour d'une piste de 16 mètres de diamètre. Depuis un an, une centaine d'ouvriers s'activent sur ce chantier gigantesque. Des milliers de faux rochers ont été fabriqués pour rendre ce décor réaliste. Le résultat est presque là, malgré quelques fausses notes encore à régler. Par contre, cette espèce d'horrible machin que vous voyez là-haut, il va dégager, j'en veux pas, c'est moche comme tout. Il est trop grand, puis on dirait un tigre de dessin animé, il est moche. Ben oui. Je m'excuse, c'est un peu labyrinthe. Hein.
Michel a encore du mal à s'y retrouver. L'autre jour, je suis arrivé par l'autre côté. Mais ce n'est pas son principal souci. À 6 semaines de la grande première, ce qui l'inquiète bien plus, c'est que le spectacle est loin d'être rodé. Et c'est sur les épaules de Rémi, le dompteur, que repose toute la pression. En place. Brave. Ce jour-là, c'est la première fois qu'il fait répéter les tigres en musique et avec les effets de lumière. Tire. Tire. Allez, marchez. Cali, allez. Cali en place. Siam. Siam. Mais aujourd'hui, les félins ne sont pas d'humeur docile. Ils refusent d'obéir aux ordres. Rani, tire. Oh. Siam. 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 Putain de merde. Rémi a beaucoup de mal. Mais Michel, en patron compréhensif, va aller le rassurer. Oui, non, mais c'est bien. Il y a Darad au début qui a fait un petit peu des ciels encore. Ouais, bah on avait encore un peu les bruits des travaux qui les ont distraits un petit peu par moment. Oui, oui, oui. Avec le temps, c'est le rôle des répètes. Hein. On dirait les enfants devant un dessin animé, quoi. Hein. Ça les dissipe un petit peu dans leurs exercices. Ça ira pour mi-avril? Ah non, mais de toute façon, d'abord, il n'y a pas le choix. Et puis, non, mais ça va très bien. Alors seront-ils prêts le jour J? Seront-ils prêts le jour J? Dans cette grande guerre entre zoos, les concurrents, eux aussi, n'ont pas attendu pour créer la sensation cette saison. Car si le zoo d'Amnéville est le seul à régner en maître dans sa région, à l'ouest de la France, 4 des plus grands parcs français se disputent les faveurs du public dans un rayon de 200 km. Beauval, Douai-la-Fontaine, Planète Sauvage, mais aussi La Flèche, près du Mans, où se joue en ce moment une petite révolution. Pourtant, à première vue, ce zoo ressemble à celui d'Amnéville. Même surface et mêmes animaux incontournables. Girafes, lions, éléphants, loups blancs. Ici aussi, on a soigné les décors. Ils ont été construits de façon artificielle, mais donnent l'impression d'être naturels. Comme celui inspiré des Rocheuses américaines, où sont logés les ours bruns. Et comme tous les autres zoos, il est confronté au même problème. L'essentiel des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires se fait à la belle saison. Or, ces dernières années, les étés ont été pluvieux. Le public a boudé ses allées et ce zoo a failli boire la tasse. Alors, il a fallu trouver un nouveau moyen d'attirer des clients tout au long de l'année et quelle que soit la météo. Mathieu est le chef d'orchestre de cette nouvelle activité ouverte depuis l'année dernière. Ses outils, un chiffon et un mini aspirateur. En fait, il supervise des villas de luxe qui permettent de dormir tout près des animaux. Un concept directement inspiré des lodges qu'on trouve dans les safaris en Afrique. Un luxe inédit dans un zoo. On a le champagne, on a le canapé, on a la mise en place. C'est vrai que quand ils arrivent dans le lodge, ils ont tendance à dire « Ouah ». Tarif de la nuit ici, 450 €. Dîner gastronomique et petit déjeuner compris. Ce qui justifie ce prix, ce sont ces baies vitrées situées sur la terrasse. D'ailleurs, Mathieu n'oublie jamais d'en vérifier la parfaite propreté. À travers la vitre, on a la chance de voir 2 tigres blancs d'ailleurs, que l'on peut voir sur le dessus de la rizière. Et donc pour le coup, c'est une place qui est très prisée, parce qu'on a l'impression vraiment d'être ailleurs, parmi les bambous, etc. Bouddha qui est là. C'est vraiment une situation très exceptionnelle. Observer les animaux de sa terrasse privée ou de son lit, cette idée originale a tout de suite permis d'attirer un nouveau public qui ne serait jamais venu autrement. C'est parti. Comme ce jeune couple qui a fait exprès le voyage depuis la Franche-Comté à 700 km de là. C'est parti, je vous invite à aller auprès des baies vitrées. Pour l'anniversaire de Sébastien, son mari, Sandra lui a offert une nuit dans ce lodge avec vue imprenable sur leur animal préféré. Les tigres blancs viennent juste ici, juste derrière la baie vitrée. Et puis le soir, hop, ils se réveillent et puis hop, ils jouent ensemble, et notamment le matin aussi.
Donc ils restent là toute la nuit. Toute la nuit, ils restent ici. Ah non, ils sont pas rentrés. Ils sont pas rentrés. Ils sont là toute la nuit. Ils dorment dehors, voilà. Donc avec un peu de chance, on va aussi entendre leur rugissement. Oui, leur feulement, oui, leur feulement. Ils peuvent feuler. Impatients d'entendre les tigres feuler, les amoureux se postent devant leur grand écran de nature. Une vitre fabriquée dans un matériau spécial, incassable. Une dizaine de bisous plus tard, le tigre se réveille enfin. Ah ouais, c'est beau. Est-ce que t'es belle? Est-ce qu'il est beau? Il nous regarde. C'est presque irréel. Non, c'est fantastique. On va devoir les voir près. Surtout quand on va dormir à côté. Avec ses lodges, le zoo a fait remonter le nombre de ses visiteurs. Un vrai soulagement pour Stéphane Dacuna, le propriétaire de ces lieux. C'est lui qui a inventé ce concept de villa avec accès privatif à des animaux. Un concept unique au monde. Il a racheté ce parc il y a 20 ans. Pour se diplômer d'école de commerce, c'était l'occasion rêvée de marier son sens des affaires avec sa passion pour les animaux. Sa dernière idée, construire un lodge avec l'ours polaire pour vedette. Alors effectivement, lui c'est une des stars du parc. En plus c'est un vrai showman. Pour dormir dans ce lodge, il faudra débourser 750 €, soit 2 fois plus que pour les autres. Est-ce que Mika est dans le coin, non? J'essaie de le joindre. Non, tu l'as pas vu Ce qui justifie ce prix, c'est qu'il y a prévu des installations encore plus extravagantes dans un tel endroit. Là, on se situera dans l'espace extérieur du lodge avec un bain scandinave jacuzzi ici, donc vision sur le parc. Vous serez dans votre bain scandinave en profitant de ce spectacle pour vous seuls jusqu'à la tombée de la nuit. Le lodge doit ouvrir dans 1 mois. Les ouvriers s'attaquent aux finitions. Tu vas commencer à attaquer un peu la mise en couleur du plafond. Voilà. D'accord. Ici, le visiteur doit avoir l'impression d'entrer dans un chalet canadien vieux de 100 ans. Les peintres sont donc en train de vieillir le bois avec une patine. Coût des travaux, 300 000 €. Mais le clou du spectacle se trouve au sous-sol dans la suite parentale. Confortablement installés dans leur lit, les visiteurs pourront vivre une expérience hors du commun. On est ravis d'avoir imaginé ça et surtout de constater aujourd'hui, puisque on le touche du doigt, de constater que voilà, ça fonctionne exactement comme on l'avait imaginé, quoi. Et là, pour le coup, non mais je pense que ça va être incroyable. Je pense que l'émotion, pour le coup, des gens, ça va être incroyable. Cette idée de villa en immersion, Stéphane a eu envie de la décliner pour tous les animaux préférés du public. 8 lodges ont été créés et mis en scène en fonction de l'environnement naturel des bêtes. Ambiance malgache pour voir les lémuriens. Grand Nord canadien pour les loups arctiques. Et désormais, avec des réservations plus d'1 an à l'avance, les lodges ont de quoi faire pâlir d'envie tous les parcs voisins. Construire un lodge autour d'un animal, la formule magique paraît simple. Mais son succès repose sur un élément essentiel, auquel Stéphane veille particulièrement. Ces femelles ours bruns seront bientôt elles aussi les vedettes d'un lodge encore plus avant-gardiste. On aura une très très belle vision d'un sauna qui va venir complètement s'intégrer à l'environnement, au-dessus de l'environnement, avec une bulle, une sphère vitrée. Et quand vous serez dans le sauna à l'intérieur, vous serez au-dessus de cet environnement avec les ours en dessous vous, etc. Mais Stéphane Dacuna doit s'assurer que ces animaux vont toujours faire le spectacle. Ces 2 ours ont beau jouer dans les cascades, à 25 ans ce sont déjà de vieilles dames, plus forcément très actives dans les années à venir. Stéphane est donc obligé de chercher dès à présent de nouveaux ours plus jeunes et plus actifs. Et c'est tout sauf une mince affaire. Car s'il est facile d'acheter certains animaux dits domestiques, comme les chameaux, lamas et autres pensionnaires de la mini-ferme, en revanche,
Pour se procurer des spécimens plus rares, appréciés par le public, les zoos n'ont pas le droit d'acheter des bêtes sauvages capturées dans la nature. Ils doivent s'échanger des animaux nés en captivité. Un système mis en place pour protéger des espèces menacées d'extinction. L'inconvénient, c'est qu'un zoo peut attendre des années avant d'obtenir l'animal de son choix. Pour l'instant, on cherche uniquement dans les parcs qui possèdent des groupes reproducteurs en Europe. On n'a pas encore de piste absolument ferme, quoi. Finalement, quelques semaines plus tard, Stéphane a eu une bonne surprise. Une jeune femelle grizzly serait disponible dans un autre parc européen, en Allemagne, à Hambourg. Ce zoo, plus traditionnel, proche du centre-ville, accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs, 5 fois plus que celui de la Flèche. Un chiffre qui fait saliver Stéphane. Alors avec Cyril, son chef vétérinaire, ils viennent aussi glaner quelques bonnes idées à prendre. Notamment le bassin des morses, un animal très rare dans un zoo. Oh là là, regarde ça, quoi. Somptueux. Tu crois une torpille qui arrive, regarde, waouh, fantastique. Oh, regarde cette masse, regarde ça, waouh. Immédiatement, la machine à fantasmer fonctionne. Stéphane imagine l'effet de ces animaux sur ses visiteurs. Pour le public, ces animaux sont très actifs, ils sont toujours en évolution, toujours en mouvement. En l'occurrence, il y a des naissances également. C'est vraiment des animaux fantastiques, quoi. Incroyable, incroyable. Mais passé ce premier moment d'enthousiasme, la machine à calculer se met aussi en route. Stéphane analyse tous les coûts d'installation d'un tel animal. J'imagine que c'est une vitre en métacrylate, elle doit faire à peu près ça d'épaisseur. Ah oui, c'est absolument monstrueux là. Là, c'est absolument monstrueux. Ouais. Pour une vitre de cette taille, fabriquée dans un matériau spécial, il en coûterait près de 400 000 €. Exclu pour l'instant. Mais Stéphane ne se l'interdit pas pour l'avenir. Donc là, même si tous les lodges sont remplis pendant 10 ans... Ça va être compliqué. Non, voilà, il faut qu'on en construise beaucoup d'autres. Et peut-être un jour faire un lodge merveilleux avec ce type de... Mais ça fait partie des projets, notamment pour effectivement les otaries, les veaux marins, d'autres espèces et tout. On pourrait imaginer se retrouver devant ce type de spectacle. Donc ça, c'est des projets un peu fous qu'on a et j'ai bon espoir qu'on puisse les porter un jour ou l'autre. Retour à la réalité. Pour remplir les lodges, Stéphane doit trouver des animaux jeunes et actifs. La jeune ours qu'ils vont voir sera-t-elle à la hauteur de leurs attentes? Ils ont rendez-vous avec le vétérinaire en chef du zoo de Hambourg. Soyez les bienvenus. Alors, on va la voir cette petite ours? La couleur du poil aussi, c'est cette couleur chocolat. Ah ouais, c'est la jeune femelle là. Hein. C'est la petite femelle, elle est là. Ah oui, elle est petite ça. La femelle a juste 13 mois. Stéphane Dacuna est un peu déçu. Il imaginait une ours déjà plus impressionnante. Mais il a un gros coup de cœur pour les deux frères de la petite ours, actifs et très joueurs. Regarde ça. Incroyable, je crois des lutteurs. C'est des lutteurs, ouais. C'est exactement ça. Michael Flüger va alors leur faire une proposition à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Je peux peut-être vous proposer de prendre les 3 pour les prochaines années jusqu'à ce qu'ils grandissent. Ensuite, vous pouvez les échanger. C'est mieux que d'en prendre seulement un. C'est peut-être quelque chose dont on s'y attendait pas, mais c'est peut-être quelque chose auquel on va réfléchir. Pour le coup, avoir 3 animaux dans l'espace avec des animaux qui vont être très très joueurs jusqu'à 3 ans, 4 ans, ce sont des animaux qui sont très espiègles, très joueurs, très facétieux. C'est un vrai plus, quoi. Bientôt, cet enclos sera trop petit pour tous ces ours, désormais prêts à vivre sans leur mère. Voilà pourquoi le zoo de Hambourg serait ravi de s'en débarrasser, mais sans séparer la fratrie, car c'est meilleur pour leur bien-être. Seul hic pour Stéphane, que va-t-il faire de ces 2 vieilles ours de la Flèche? Devant une telle opportunité, leur cas va être vite tranché. On peut sans doute construire un nouvel espace pour les ours plus âgés et les laisser tranquilles. On peut faire ça. Stéphane va mettre ses ours en retraite anticipée.
Désormais, il veut faire venir les oursons le plus vite possible et ainsi créer l'événement pour l'été. Mais il doit d'abord convaincre le zoo allemand que la Flèche est un endroit idéal pour ces 3 oursons. Et vous êtes prêt à les laisser partir quand? Eh bien, je dois d'abord en discuter avec mon directeur. Mais le plus important pour moi, c'est d'abord de trouver le bon endroit. Donc, si vous avez de la place et que vous me dites « on les veut bientôt », alors ok. Nous, on préfère attendre l'automne, mais on peut s'arranger. En tout cas, chez nous, l'enclos est environ 4 fois plus grand que le vôtre. Eh bien, c'est super. Et ils aiment beaucoup nager. Hein. Oui, mais nous avons de grands bassins et des cascades chez nous. Alors, disons cet été? Oui, voire même au début de l'été. Quelque chose comme ça? Ouais, pourquoi pas. Ouais, Ça serait bien pour nous, ça serait bien, non? D'ici quelques mois, ouais. Finalement, Michael Pfluger a accepté de laisser partir les oursons au mois de juin. Le zoo de la Flèche ne paiera que le transport. En retour, celui de Hambourg pourra se faire prêter des animaux par n'importe quel autre zoo européen. Salut, on se revoit à la Flèche? Oui. Au revoir. Mais ce système d'échange a des limites. Parfois, il n'y a aucun animal disponible avant de longues années chez les confrères. Dans ce cas, il existe encore une toute dernière solution pour s'en procurer. Mais cette fois-ci, il est bien question d'argent. C'est ainsi que les rhinocéros d'Amnéville et les lions blancs de la Flèche ont été achetés puis importés en France. Ces 2 zoos ont été les chercher dans un pays lointain, spécialisé dans l'exportation d'animaux mythiques, l'Afrique du Sud. Un pays aux vastes espaces qui abrite encore naturellement une extraordinaire vie sauvage. Là-bas, d'immenses fermes de milliers d'hectares se sont spécialisées dans l'élevage de lions, de rhinocéros et de guépards. Et parce qu'ils sont nés en captivité, ce sont des animaux qui peuvent être légalement vendus. Nous partons à 150 km de Johannesburg. Ici se trouve l'un des plus gros fournisseurs de ces animaux, qui les vend aux zoos du monde entier. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Brenda. Brenda Russells a fait fortune dans l'élevage. Une aventure dans laquelle elle s'est lancée il y a 40 ans avec son mari décédé depuis. Ensemble, le couple s'est bâti une magnifique villa truffée d'objets insolites. Comme ce gong, vestige de l'époque coloniale. Il vient de Namibie. Le déjeuner est prêt. Ou encore cette collection d'animaux empaillés. C'est un loup à crinière. De leur vivant, c'étaient les préférés du couple. C'est un jaguar. Et c'était l'un des vôtres? Il s'appelait comment? Simon. Brenda vit au milieu des animaux. Elle les élève pour les vendre. Ils viennent de tous les continents, comme ces ours noirs d'Asie. Ici, on ne prend pas les mêmes précautions que dans nos zoos. Elle les gâte avec des sucreries, comme ces chamallows. Attendez. Maman arrive. Je vais en donner au bébé. Mais pourquoi vous creusez le sable? Pourquoi vous creusez? Attendez. Attendez. Attends. Ah, les enfants. Fini. Fini. Oh, je les aime. En ce moment, ceux qui ont la cote auprès des acheteurs, ce sont les hyènes. Car depuis quelque temps, elles sont à la mode dans les zoos du monde entier. Ces animaux se vendent très bien, aux alentours de 5 000 €. Les petits ont 6 mois. Ils sont déjà vendus. Dès qu'ils partent, on remet les parents ensemble et ils pourront s'accoupler et faire plus de bébés. Pas de répit pour les hyènes. Brenda pense que ces animaux seront très rentables dans les 2 prochaines années. Mais pour l'instant, ce qui lui assure sa fortune, c'est ce couple vedette.
de lions blancs. Ils sont magnifiques, regardez. Venez, venez. Leur couleur est tellement belle. Leur pelage est le même qu'un lion classique, mais couleur blanche. Ils sont vraiment magnifiques. En fait, les lions blancs sont très rares à l'état naturel. Et Brenda n'a pas hésité à forcer un peu la nature en reproduisant cette particularité génétique dans son élevage. Mais pour obtenir de tels spécimens sans risque de malformation congénitale, elle varie les croisements et fait parfois s'accoupler des lionnes blanches avec des mâles bruns. Ensemble, ils ont 75% de chance de faire des lionceaux blancs. Et ce matin, elle a une bonne surprise. Vous voyez, elle a les mamelles qui sortent. Je pense qu'elle attend des petits. Elle doit en être au 3e ou au 4e mois. Avec ses 40 ans de métier, Brenda connaît toutes les ficelles pour que les animaux se reproduisent au mieux, jusqu'à leur régime alimentaire hyper calibré. On doit faire attention à ne pas trop les nourrir, sinon ils deviennent gras et paresseux et ils ne se reproduisent plus. Ainsi, bien nourris et soignés, les couples géniteurs de Brenda donnent naissance 2 fois par an à des lionceaux comme celui-ci. Sa mère avait du mal à l'allaiter, Brenda le garde donc dans cette nurserie. Hello! Hello, bonjour ma fille. Bonjour. Elle en a fait naître des centaines, mais elle est toujours aussi attendrie. Je les aime, tous et chacun d'entre eux. Elle les aime d'autant plus que les lionceaux blancs se vendent en général 3 fois plus cher qu'un lion classique. Mais en bonne négociatrice, Brenda reste assez vague sur le prix. Ça peut être 20 000 $, 10 000 $, ça dépend de qui veut l'acheter, où il va aller, parce que si c'est pour traverser les océans, alors il faut fabriquer une cage spéciale. Et puis il faut faire venir le vétérinaire pour faire les vaccins, et ça coûte très cher. Des lionceaux, Brenda en vend en moyenne 5 par an. Rien qu'avec ses fauves, elle empocherait près de 95 000 € les bonnes années. Mais en Afrique du Sud, le commerce de ces animaux d'exception à destination des zoos se fait aussi d'une manière inattendue pour nous. Les animaux se négocient lors de ventes aux enchères. Et parmi les plus prisés ce jour-là, il y a les impalas noirs, une couleur rare pour cette espèce d'antilope, habituellement marron clair. C'est justement 3 de ces bêtes-là que Murray Crouse est venu vendre. Pour le moment, la vente se passe bien pour lui. Pour une femelle Impala, 3 acheteurs font monter les enchères. 580 000, quelqu'un veut 600 000 580 000, c'est le prix de ce côté. Personne au-dessus de 580 000. Vous confirmez la vente? Oui. Ça me fait plus d'argent pour en racheter. J'ai vendu mes animaux, donc je suis content. Je vais pouvoir faire la fête. Ce jour-là, Murray a empoché plus de 100 000 € en vendant 3 animaux sur de simples photos. Maintenant, il va falloir aller les capturer. Car pour l'instant, les fameux Impalas courent encore dans la ferme de Murray. Ça peut paraître choquant à certains, mais comme ces 2000 hectares sont clôturés, on considère que les animaux sont nés en captivité et peuvent donc être vendus. Sauf que dans cet immense espace, difficile de repérer les animaux sans l'aide d'un hélicoptère. À bord, un vétérinaire. Son fusil est chargé de flèches anesthésiantes. L'impact est invisible et l'animal courra encore une quinzaine de minutes avant de s'endormir sous un arbre. À terre, Murray cherche l'antilope.
Cette jeune femelle a été achetée par un autre éleveur, 58 000 €. Le prix de la rareté. Une rareté qui fera peut-être courir un jour les zoos du monde entier. Mais pour tous les animaux qui vont partir dans un zoo, il manque encore une dernière étape pour pouvoir s'adapter à une vie en enclos. Ce stage de préparation au zoo, c'est la spécialité de Hans Koy, un éleveur de rhinocéros mondialement connu. C'est de sa ferme que sont partis les rhinos du zoo d'Amnéville. Actuellement, il en a 57 prêts à être exportés. Ces deux-là vont prochainement partir dans un zoo à l'île Maurice. À 4 ans, ils mesurent déjà 1,50 m de hauteur. C'est petit pour un rhino, mais c'est idéal pour le transport. La seule raison pour laquelle nous avons choisi ces deux animaux, c'est parce que dans l'avion qui va à l'île Maurice, la hauteur maximum autorisée est de 1,55 m. En fait, il n'y a pas le choix. Ils vont devoir voyager en soute sur un vol passager. C'est pour ça qu'on ne peut pas envoyer de grands animaux. Prix du rhino, 40 000 €, le double en comptant le prix du transport. Mais Hans n'a aucun problème pour les vendre. Il reçoit tous les mois des demandes de zoos du monde entier. Car ici, Hans a de quoi habituer les rhinocéros à vivre dans un espace restreint. Avant leur départ, ils vont rester 4 mois dans cet enclos. C'est ici que les rhinos vont entrer et être habitués à manger du foin. Certains viennent de grandes fermes de 1500 voire 2000 hectares et certains d'entre eux, surtout les plus jeunes, n'ont jamais vu d'humains. Alors lorsqu'ils arrivent ici, ils peuvent être très nerveux, mais ensuite ils s'adaptent assez vite. Et pour encore mieux les habituer à la présence des visiteurs du zoo, Hans a tout prévu. Les bébés sont ici. En général, nous leur mettons la radio afin qu'ils s'habituent à la voix de l'homme et à la musique. C'est grâce à ce travail d'acclimatation que les rhinocéros supportent la vie dans un espace plus réduit. Comme ceux du zoo d'Amnéville, qui ont même donné naissance au petit Chango. Mais dans ce zoo, la nouvelle attraction du moment, c'est le fameux spectacle de tigres. Aujourd'hui, c'est la première représentation en public. À l'extérieur, tout semble prêt. Les décors sont achevés, avec cascades et bruit de jungle. Mais il pleut. Les allées du zoo ne sont donc pas aussi remplies que prévu. Pas de quoi inquiéter Michel Louis. À son bureau, il reçoit en direct sur son ordinateur le nombre d'entrées vendues. Et malgré tout, il est très satisfait. Là aujourd'hui, écoutez, à 800 entrées, à cette heure-ci, bon, ça va peut-être encore un petit peu augmenter, mais s'il n'y avait pas le démarrage Tiger World, je pense qu'aujourd'hui on aurait fait 200 ou 300 avec la flotte. Hein. Ça démarre plutôt bien. Mais maintenant, pour que le bouche à oreille fonctionne et attire vraiment plus de monde, il va falloir que Rémi le dompteur assure la première. Lui semble fin prêt. Mais ce n'est pas encore franchement le cas des tigres. À une demi-heure du spectacle, certains ont toujours l'air un peu dissipés. C'est ce que je vais éviter, l'excitation, parce qu'il y a du monde. Peut-être être un peu plus distraite, un peu plus compliqué de garder leur attention, quoi. Rémi n'a plus que quelques minutes pour calmer ses tigres, car déjà le public se presse dans la salle. Près de 1000 personnes sont venues voir cette grande nouveauté. Parmi eux, Juliette et Stan ont fait 2 heures de route. Et ils ne s'attendaient pas à tomber sur un tel décor. C'est tellement surprenant. On se dit, qu'est-ce qui va réellement se passer? Où ils vont nous amener dans tout ça? Aux confins de l'Orient, naîtra bien des siècles plus tard une merveille de la nature. Michel Louis
s'est installé dans le sas, aux premières loges, pour en profiter au maximum. Regarde, regardez, regarde, regardez, regarde, here, hop, here, allez, allez, prends ma place, allez, hop, here. En vrai pro, les tigres se sont enfin ressaisis pour le spectacle. Avec discipline, ils vont enchaîner les figures pendant 25 longues minutes. Une vraie performance que le public salue au final. Au-delà de nos attentes, quoi. Avec tous ces écrans, ces décors, ça finit par cette pluie de neige, c'est vraiment... on en prend plein les yeux, ouais, c'est vraiment sympa. Ouais. C'est donc un Rémi soulagé et heureux qui va retrouver Michel. Alors mon ami, c'est vous l'autorité, c'était superbe, magnifique, franchement. Oui, non, le public a vraiment adoré. Un public très très enthousiaste. Aujourd'hui c'est les gens, c'est du public quoi, qui a payé, qui est des fois plus exigeant, mais oui c'était une véritable ovation. C'est bon, c'est un carton, c'est cool. Je pense que franchement, je suis encore plus heureux que si les applaudissements étaient destinés à moi, quoi. Bravo Annie. Bravo. Grâce à ce nouveau spectacle, le zoo peut espérer battre un record d'affluence cette année. Et Michel Louis rêve déjà à son prochain grand coup, avec un spectacle de dauphins cette fois-ci. Les dauphins ont fait quelque chose qui est au top où on ne fait pas. Hein, vous voyez Donc ça va coûter très cher, encore à peu près le double de Tiger World. Donc il faut que je calcule sereinement les choses pour voir si on le fait assez rapidement dans la foulée de Tiger World ou si on laisse un peu l'endettement diminuer. Mais très sincèrement, je pense que ça se fera. Le nouveau delphinarium pourrait ouvrir d'ici 3 ans. De quoi hisser, peut-être, le zoo d'Amnéville à la première place. Et relancer, encore, la guerre des zoos. Ce soir, dans Capital, on parle de vos loisirs, c'est-à-dire toutes les activités que vous effectuez durant votre temps libre. Et c'est un budget conséquent. L'an dernier, en moyenne, et par foyer, 597 € pour les loisirs. C'est 49 € de moins que l'an passé. Un effet sans doute de la crise. Les activités en hausse, celles qui bien souvent ne coûtent pas cher, les loisirs qu'on consomme à la maison, par exemple les films à la télé et sur Internet, ou encore les DVD. Les activités en baisse, les sorties culturelles, notamment le théâtre et les musées. Les Français veulent en priorité, les études le disent, des prix attractifs, des loisirs proches de la maison et faciles d'accès en transport. Proche de la maison, facile d'accès, pas cher. C'est exactement l'idée des parcs de jeux pour enfants nouvelle génération. Des parcs situés dans les zones commerciales, autour de 10 € l'entrée. Pour se défouler dans des piscines à balles, des toboggans ou encore sur des motos électriques. Ce modèle est apparu récemment en France et il progresse à la vitesse de l'éclair. Déjà 500 parcs pour enfants sur tout le territoire. Le leader du marché s'appelle Royal Kids, avec à sa tête un entrepreneur qui a pour modèle Bernard Tapie. Un reportage signé Laurent Lesage. C'est bien à marcher avec ça. C'est parfait. Est-ce que ce serait mieux? Allez, mets ton ventre. Allez. Pour séduire les enfants, ils vont sortir le grand jeu. Ce jeune homme va se déguiser en dragon. Mais t'es grand quand même, hein, parce que les filles, ils sont petits. Oh, Léon. Attends, tu as plein de câlins là. C'est bon. C'est bon, t'es préposé au câlin? Ça va aller? Sa mission, convaincre les enfants de l'école de ce quartier de se rendre dans un petit parc d'attractions d'un nouveau genre, à 2 pas de chez eux. Allez les garçons, viendrez nous voir ce week-end. Ce parc a ouvert il y a 1 mois. Il appartient à cette jeune femme en t-shirt orange et à son associé en bleu. Épaulées par leur dragon, elles ne manquent pas d'arguments pour appâter les bambins. Ça, c'est pour faire un tour de jeton, un tour de moto. T'en veux un, c'est ça? Si les enfants arrivent à convaincre leurs parents de les emmener dans ce parc, ils débarqueront dans ce genre d'endroit, ouvert le mercredi, les week-ends et pendant les vacances. Une sorte de hangar, grand comme un supermarché, avec à l'intérieur une centaine d'attractions sur 1200 mètres carrés. Et rien à voir avec les balançoires des jardins publics. Des toboggans géants de 15 mètres de long,
Des tours de 5 mètres de haut, où on dégringole la tête à l'envers. Des piscines à balles. Des mini-terrains de football. Et le clou du spectacle, ces voitures et ces motos électriques. Tout cela pour un prix raisonnable, autour de 10 € par enfant en moyenne. Et ici, tout est sécurisé. Les enfants peuvent jouer des heures sans être surveillés. Ils adorent, et leurs parents y trouvent leur compte. Ils peuvent se la couler douce, sereins, même s'ils doivent rester sur place et garder un œil sur leur progéniture. Vous savez où ils sont là Ouais, je vais dire par là. Voilà quoi. Les enfants, voilà, ils sont dans un lieu quand même fermé, donc ils peuvent s'amuser assez librement. Ça me permet de me poser du coup et d'avancer aussi sur un travail que je dois rendre. Voilà. Des aires de jeu comme celle-ci commencent à se développer à grande vitesse en France. Implantées souvent dans des zones commerciales en périphérie des villes, elles s'appellent Whoopi Park, Dundee Park, Max Aventure ou encore Royal Kids, le leader qui possède 70 salles. Une enseigne dont le patron Manuel Gordillo est heureux quand il pleut. Car à ce moment-là, les familles se rendent encore plus volontiers dans ces parcs couverts. Quand le climat est comme aujourd'hui pluvieux, c'est vrai que je suis heureux pour tous nos parcs. Là, je peux vous annoncer avec toute ma connaissance qu'aujourd'hui, la majorité de nos parcs va faire un chiffre d'affaires de 2 500 €. Oui. Dès que vous voyez la pluie comme ça. Tout à fait. À 46 ans, Manuel Gordillo a le sens des affaires et aussi celui de la famille. Dans sa maison sur les hauteurs d'Avignon, il a l'habitude de recevoir à déjeuner ses 3 sœurs. Allez-y, rentrez les filles. Anne-Marie, Yolande et Rocio travaillent toutes avec lui dans l'entreprise. Dans cette fratrie, née de parents immigrés espagnols, Manuel, le seul garçon, a toujours joué les chefs de famille. Et il s'est même montré très généreux dès qu'il a été un peu à l'aise financièrement. Moi je me souviens, j'étais en location avec mon mari. Le jour où il est arrivé, il m'a dit, écoute, tu payes un loyer final pour rien, alors j'ai décidé que tu vas construire. C'est lui qui a décidé pour vous. Et moi, sur le coup, j'ai dit, non, mais moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'apport, je peux pas. J'ai un crédit de voiture. Il lui m'a dit, écoute, c'est pas grave, j'ai des économies. Il a soldé le crédit de ma voiture, il m'a payé les frais de notaire. Et on a monté le dossier de la maison. Manuel, qui a juste le bac et n'a pas fait d'études supérieures, est un ambitieux. Son modèle dans la vie, c'est Bernard Tapie, qui l'a fasciné toute sa jeunesse. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a réussi, qui est venu de rien et qui a bien réussi à la vie. Et c'est vrai que quand j'avais 20 ans, c'est quelqu'un qui m'a inspiré et qui m'a donné l'envie de réussir. Je me suis dit, ben, si lui était arrivé, pourquoi pas moi? Depuis tout petit, il avait cette volonté de s'en sortir, de faire quelque chose de sa vie. Vite, et pas attendre 70 ans. Quoi. Ça a toujours été ça, en fait, de faire quelque chose de sa vie le plus tôt possible. Inspiré par son modèle Bernard Tapie, Manuel Gordillo commence par se lancer dans le commerce. Il devient vendeur dans un magasin de literie et à l'âge de 28 ans, dès qu'il a suffisamment d'économies, il investit pour acheter son affaire. Voici un de ses premiers magasins. Dès le début, il se révèle doué. Vendre des produits matelas, canapés ou autres, vous savez, à partir du moment où on vend, quand on sait vendre n'importe quel article. Ses affaires sont rapidement prospères. Au début des années 2000, il possède même 5 magasins comme celui-ci. Pourtant, il sent que son commerce est menacé par la montée en puissance d'Internet et de la vente en ligne. Il cherche donc à changer d'activité. J'ai imaginé un concept sur lequel il n'y avait pas de vente à distance et autres. Et c'est vrai que le loisir, ça a été une révélation en fait. Le déclic survient en 2003, lors de vacances près de Barcelone, grâce à sa petite fille. Sa famille espagnole leur fait découvrir ce parc d'activités d'intérieur qui abrite des jeux gonflables et une piscine à balles. Un concept encore peu élaboré, mais que sa fille adore et que lui trouve aussi très innovant. Et là, on a quelques photos de Victoria dans la structure. Donc on la voit ici également, en train de s'amuser dans des petits manèges. Là, on la voit maquillée.
Il se renseigne et se rend compte que le concept est encore très peu développé en France. Dans sa ville d'Avignon, cela n'existe carrément pas. Et ça lui donne l'idée d'en ouvrir un. Mais le chef d'entreprise commence par se heurter à un mur. Un concept trop nouveau, les banques ne connaissaient pas, et du coup elles étaient très frileuses, et du coup aucune banque n'a souhaité me financer. Manuel Gordillo vend alors ses 5 magasins de literie, 300 000 € pour autofinancer sa première aire de jeu à Avignon. À l'époque, l'entrée coûte seulement 5 €, son parc est très petit, le mobilier plutôt bas de gamme et les jeux peu élaborés. Mais les enfants sont au rendez-vous, c'est un succès. Du coup, les banques vont le suivre. Manuel Gordillo va pouvoir ouvrir 2 autres parcs près d'Avignon, dont il va faire des machines très rentables. Voici l'un d'entre eux, où se rend la famille Blanc, avec 3 enfants, dont un bébé. Bonjour monsieur dame. Bonjour. Ici, les adultes ne paient pas. Ils ont quel âge 3 ans et demi, 3 ans et demi. 3 ans et demi, alors ça fera 7 et 7, ça fera 14 s'il vous plaît. Pour les moins de 4 ans, c'est 7 €. Le tarif grimpe à 9 € pour les plus grands. Un prix raisonnable pour une après-midi de distraction, 2 fois moins cher qu'une séance de cinéma. Mais en général, les familles ne s'en tirent pas à si bon compte. Qu'est-ce que vous achetez? Des jetons pour qu'ils s'amusent avec les voitures. Il faut remettre à la poche pour un jeu sur 5, et ce ne sont pas les moins attractifs. 1 € pour un tour de moto de 3 minutes. Et comme petits et grands s'y amusent, l'addition grossit. J'ai l'impression que vous avez des enfants qui aiment bien aussi les jeux payants, là, les petites choses. Là. Ah ben oui, on va dire que, que le principe du concept c'est ça aussi, c'est qu'une fois qu'on est rentré, il y a l'entrée qui est payante, là on peut se débrouiller, mais nous on aime bien toujours leur faire un petit plaisir et je pense que les gens qui sont à la tête de ce concept le savent et ils savent qu'on est des bons consommateurs en général. Et en plus, pendant que les enfants s'amusent, les parents consomment. S'il vous plaît, un café, un déca, une formule goûter. Pour le goûter, il faut encore passer à la caisse. Au final, l'après-midi au parc leur coûte plus d'une trentaine d'euros, plus du double du prix des entrées. C'est ce que dépense en moyenne chaque famille. Et Manuel Gordillo a trouvé une autre recette pour booster encore plus son chiffre d'affaires. Les anniversaires. Cet après-midi-là, 6 enfants soufflent leurs bougies. Le parc fournit les gâteaux et les bonbons, et l'animatrice qui va les distraire. Et chaque enfant a invité tous ses copains, une bonne dizaine en moyenne. Ils bénéficient de toutes les attractions du parc. Ils peuvent aussi se faire maquiller. Et même aller danser dans le coin disco. Les parents sont ravis, ça les décharge d'une organisation souvent lourde à la maison. Parce qu'à la maison on n'a pas la place et puis ici ils s'amusent bien. C'est vachement plus simple quoi. Parce que tous les gens qui s'en occupent sont quand même dynamiques et tout, donc ça t'enlève déjà un poids en tant que parent. Et au bout du compte, ils en oublient le prix. Même si à 15 € par enfant, ça chiffre vite. Combien ça vous coûte cet anniversaire alors? 174. Ces anniversaires, c'est une manne pour le parc. 40% de son chiffre d'affaires annuel. De cette manière, Manuel Gordillo arrive à dégager 300 000 € de recettes par an. Et si ces parcs sont aussi rentables, c'est qu'ils ne coûtent pas bien cher en main-d'œuvre. Pour les anniversaires, les animatrices sont des étudiantes qui ne travaillent que quelques heures par semaine, payées au SMIC. Le parc tourne avec seulement 2 personnes permanentes, un manager salarié qui gagne 2500 € net et une employée qui en perçoit 1500. Gérées de cette manière, ces aires de jeu dégageraient, selon Manuel Gordillo, environ 50 000 € de bénéfices par an. Il a donc tout intérêt à se développer sur tout le territoire. Mais pour éviter d'avoir à investir de sa poche, et surtout pour prendre de vitesse ses concurrents, il fait appel à des franchisés, des petits entrepreneurs qui vont ouvrir à leur compte des parcs Royal Kids.
Régulièrement, ils cherchent à en recruter de nouveaux, comme ce jour-là dans un hôtel d'Avignon. Vous inquiétez pas, bonjour. Anne-Marie, la sœur de Manuel, accueille une fois par mois une vingtaine de candidats. Bonjour Madame Gordillo. On n'attendait plus que vous, donc on va pouvoir commencer la réunion. Si vous voulez, c'est par les escaliers, on y va. Parmi eux, des salariés qui veulent se mettre à leur compte et des commerçants qui ont envie de mieux gagner leur vie. Et c'est exactement ce que la famille Gordillo va leur promettre, en plus de les prendre par la main. Donc aujourd'hui, l'avantage de Royal Kids, c'est qu'en fait, on va vous apporter un produit clé en main. Donc recherche des locaux, financement, réalisation des travaux, conception des jeux, formation, communication. Donc les résultats à espérer. Et les Gordillo leur garantissent un résultat prometteur avec une grosse rentabilité. On est environ entre 250 000 euros de chiffre d'affaires à 500 000. Et en bénéfice net moyen, on est à peu près à 20% du chiffre d'affaires. Ils leur font même miroiter jusqu'à 100 000 euros de bénéfices. L'assistance est plutôt séduite. Ce monsieur est même sûr d'avoir flairé le bon coup. La crise est là pour tout le monde. On s'aperçoit aussi que peu importe l'activité que nous avons, chacun de nous, à aujourd'hui, ce qui est porteur, c'est les enfants. C'est encore une des rares dépenses où c'est que personne ne regarde trop. L'hôtellerie souffre, la restauration souffre, tous les secteurs d'activité souffrent. Donc ça vous paraît être un bon créneau? C'est un très bon créneau. Tous ceux qui sont convaincus par le show des Gordillo passent ensuite un entretien. Alors, Anne-Marie commence par tester la motivation des candidats. avant tout, merci d'être venu. Ce couple semble avoir un bon profil. Monsieur est déjà à la tête d'une franchise dans l'automobile. Mais madame a-t-elle la carrure pour s'occuper de cette nouvelle affaire? Ce sera vous, Exactement. toute seule. Toute seule, bien sûr, avec le support de mon mari, mais ce serait effectivement sur... D'accord, ce serait vous qui le reprendrez en tant que gérante. Tout à fait. En tant que gérante avec l'appui de mon mari, de votre mari. Mais ce serait pour vous essentiellement. D'accord. Et vous, votre expérience par rapport aux enfants? Ensuite, il faut se mettre d'accord sur une localisation. Le couple aimerait s'implanter dans son département, le Val-de-Marne, mais ce n'est pas si simple. Le problème du 94, c'est que c'est un département qui est petit. On a déjà un parc existant, mais après vous avez les villes limitrophes qui chevauchent. S'il trouve un terrain d'entente, le couple devra justifier d'un apport personnel minimum de 80 000 euros pour se lancer dans l'aventure et être capable de décrocher un emprunt de 200 000 euros pour financer la structure et les travaux. Bon, après, ça va dépendre. Ce jour-là, 5 des 7 dossiers de candidature semblent tenir la route. Une bonne journée. Car en moyenne, seulement 20% des candidats vont jusqu'à signer un contrat de franchise au siège de l'entreprise. Allez-y, asseyez-vous. Comme ce couple qui vit un grand moment. Et cette fois, c'est une première. Cette famille va ouvrir un parc d'attractions à l'étranger, à Marrakech, au Maroc. Car Manuel Gordillo cherche à se développer en dehors de nos frontières. L'affaire est vite conclue, et c'est comme ça que le patron du réseau va s'enrichir. C'est une somme de 35 000 euros qui équivaut à un droit d'entrée. Et après, on a un pourcentage de 3% de redevances qui sont des royalties mensuelles que l'on verse à la franchise. Ça fait à peu près combien, ça? Environ 800 euros par mois. Avec ses 65 parcs en franchise et 5 autres qu'il exploite lui-même, Manuel Gordillo a empoché en 2014 un bénéfice de 350 000 euros qu'il affirme réinvestir totalement dans son entreprise. Et grâce à ce réseau de 70 parcs, Manuel Gordillo et ses franchisés sont en position de force pour acheter leurs attractions. Le patron de l'enseigne accompagne aujourd'hui 2 de ses franchisés en Belgique, à Ypres, tout près de la frontière française, chez un entrepreneur belge qui est l'un des grands fournisseurs de ces jeux en Europe. Bonjour Yann. Bonjour. Comment tu vas? Tu vas bien? Bien, bien. Bonjour. Sonny, le franchisé de Carcassonne, et Sébastien, celui de Roissy, ont prévu d'investir 15 000 euros pour renouveler leur parc. Le Belge les entraîne dans son showroom, un parc d'attractions grandeur nature, où il peut présenter ses nouveautés, comme ses balles transparentes, ses murs d'escalade lumineux, ou encore cette mystérieuse boîte qui ne paye pas de mine, mais qui est très astucieuse. C'est l'aspirateur, et ça permet de ramasser les balles dans le centre. Voilà, il est parti. Et puis au fond,
il tombe dans la corbeille. On l'a pas, et en fait, c'est qu'on a un petit souci dans les parcs, c'est que les enfants prennent les balles et vont jouer un petit peu partout dans le parc. Et après, il faut les réintroduire dans la structure. Et là, c'est un système qui, je trouve, est génial, parce que c'est les enfants eux-mêmes qui vont amener les balles dans le récipient et qui vont introduire la balle directement dans la structure. Donc c'est génial pour nous, parce que ça nous fait un gain de temps, et surtout un gain d'argent, parce que ce sont plus nos employés qui vont le faire, ce sont les enfants qui vont le faire à travers un jeu. Mais c'est surtout la dernière invention du Belge qui va retenir l'attention de Manuel et de ses franchisés. Ça, c'est le nouveau parcours. C'est l'acrobranche. Hein. Ouais. Il faut s'imaginer que c'est en hauteur. Et ça, c'est niveau 3 mètres. Une passerelle que les enfants pourront traverser debout en s'accrochant aux lanières jaunes. Le patron belge aimerait vendre cette réplique d'acrobranche 10 000 € pour une longueur de 10 mètres. Mais Manuel Gordillo ne l'entend pas tout à fait de cette oreille. Au moment de négocier, c'est lui qui prend la main. Les franchisés n'ont pas grand-chose à faire. Quand le Belge annonce son tarif pour l'acrobranche et une deuxième attraction, ouais, on va dépasser les 20 000 facilement. Manuel va le convaincre de revoir ses ambitions à la baisse. Est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est vrai, faire une exception pour ce projet-là et imaginer que sur ce mur-là, on fasse un gros effort? Il lui suggère aimablement de s'asseoir sur sa marge pour rester dans l'enveloppe des 15 000 € de ses franchisés. Un test, voilà. Là, on oublie les marges, on oublie tout. Et en plus, il lui donne l'impression qu'il lui fait une fleur. Aujourd'hui, il a un nouveau produit, il l'a dans son usine, il est très bien, mais il peut rester là toute une vie. Aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est une vitrine. Je pense qu'aujourd'hui, Royal Kids est une belle vitrine pour lui. Ouais. C'est bon ? Le Belge accepte, un peu contraint. Ça te va ? Il faut dire que Manuel Gordillo est son plus gros client. Pour le franchisé de Roissy, c'est une aubaine. C'est plutôt une bonne surprise. Vous n'auriez pas eu l'idée de proposer ça? Je l'aurais peut-être pas eu au même prix. Une négociation rondement menée grâce à Manuel Gordillo. Mais l'aventure est-elle toujours aussi simple quand on se lance dans la franchise Royal Kids? Cette brune dynamique, qui fait donc la promotion de son parc Royal Kids à la sortie d'une école, est une ancienne hôtesse de l'air. Magali a ouvert son affaire il y a un mois avec Morgane, la blonde, une ex-assistante de direction. Elles veulent croire en leur réussite, mais en réalité, derrière leur enthousiasme, elles ne sont sûres de rien. Bon, et vous pensez que demain, il y aura du monde dans votre... Ah, on verra. On verra. On vous dira ça demain. On fait tout pour. On fait tout pour. Et on espère voir ces gens demain au parc. Oui, c'est le but. Le lendemain, dans leur parc situé à Lys, près d'Evry, il devrait y avoir foule. Pourtant, à l'intérieur, ce samedi, c'est encore très vide. Et ça inquiète un peu les deux associés, qui ont mis 40 000 € chacune dans l'affaire. Leurs économies, et aussi celles de leurs proches, sans compter l'emprunt de 200 000 €. Alors, les deux jeunes femmes traversent de grands moments de doute. Morgane s'inquiète même pour son amie Magali. Et j'ai vu qu'hier, elle est partie, elle avait cette petits yeux brillants, parce que c'est vrai que derrière, c'est nos familles voilà, qui nous ont aussi prêté l'argent. Et voilà, du coup, il faut que ça marche. Cet après-midi, Morgane a appelé son frère à la rescousse. Lui-même franchisé Royal Kids, il connaît bien les difficultés des débuts. Dans votre cas, ça a mis combien de temps pour être rentable? Rentable? Ouais, vraiment rentable, c'est 2-3 ans. Ouais. Cette année, vous devez juste équilibrer, c'est bien, quoi, c'est ça? Déjà, si on équilibre, ce sera beau. Si on équilibre, ce sera bien. Ah, c'est dur les affaires, hein? Mais oui, c'est dur, mais ça se fait pas comme ça, sinon tout le monde le ferait, n'est-ce pas? Non, faut avoir la foi, c'est clair. Si le démarrage est un peu plus lent que ce que Morgane et Magali espéraient, c'est que ce secteur commence à être victime de son succès. Car les concurrents de Royal Kids sont eux aussi entreprenants. À Avignon, sur les terres de Manuel Gordillo, voici l'un des parcs du numéro 2 du marché, Max Aventure. Un concept pensé pour les enfants, mais aussi pour les parents.
Lionel Richaud, le franchisé, souhaite que les adultes soient chouchoutés dans son parc. J'ai souhaité mettre un petit espace cosy pour les parents et un petit peu original, quand on se trouve un petit peu en vacances. Donc du coup, j'ai contacté une ONG qui m'a permis de recevoir cette tente, qui est une vraie tente mauritanienne. Déjà, esthétiquement, ça permet d'avoir une petite bulle. Déjà, on s'est aperçu en plus que ça faisait écran pour le son. Son espace parent est un peu à l'écart des cris des enfants. Les adultes peuvent se distraire d'autant plus tranquillement qu'une employée s'occupe en permanence de leur bambin, anniversaire ou pas. Attention les enfants, rendez-vous sur le podium pour le premier jeu de l'après-midi. Allez, je vais vous voir sauter et taper des mains. Je vais vous laisser retourner jouer dans le jeu et je vous rappelle pour le prochain jeu. Avec ses concurrents, les affaires sont un peu moins faciles pour Manuel Gordillo. Mais il vient d'avoir une belle satisfaction. On lui propose de s'implanter au cœur de Paris, à 2 pas de la Seine et de Bercy, dans ce joli centre commercial à ciel ouvert, où il nous a entraînés avec son bras droit. Une opportunité impensable il y a encore très peu de temps pour cet ancien petit commerçant du Sud. Là, c'est la porte. De vue de l'intérieur. Le propriétaire lui ferait des conditions privilégiées pour s'implanter sur ce site. En contrepartie, Royal Kids devrait assurer un service de garderie pour permettre aux adultes de dépenser dans le centre commercial pendant que leurs enfants s'amusent. Leur volonté, c'est de garder les familles plus longtemps. Et Royal Kids, pour ça, c'est une belle opportunité, puisque nous, on peut conserver des gens sur site. En moyenne, les gens restent chez nous 3 heures à peu près. Donc pour eux, c'est une opportunité de savoir que les enfants vont pouvoir rester pendant 3 heures chez nous et que les parents vont pouvoir consommer dans le village. Les ambitions de Manuel Gordillo ne s'arrêtent pas là. Il vise 150 parcs en France d'ici 2018 et rêve de partir à la conquête de nombreux pays. On le voit depuis le début de cette émission, pour séduire dans le secteur des loisirs, il faut constamment se renouveler et aller de l'avant. Et ce qui est vrai pour les zoos et les aires de jeux pour enfants l'est encore plus pour les parcs d'attractions, à commencer par les plus fréquentés d'entre eux. On va voir justement de quoi on parle. Numéro 1, et de très loin, Disneyland Paris avec près de 15 millions de visiteurs chaque année. Numéro 2, le parc Astérix avec 1 700 000 visiteurs l'an dernier. Et juste derrière, avec presque le même nombre de visiteurs, le Futuroscope de Poitiers. Eh bien, c'est sur ce parc qu'on va s'arrêter à présent. Un parc qui, pour ne pas devenir ringard et alors qu'il était au bord de la banqueroute, s'est lancé dans les grands chantiers. Du spectacle, des frissons, de la 3D, le tout en convoquant l'univers du cinéma et des jeux vidéo. Notre reporter Laura Saint a voulu comprendre comment une telle renaissance était possible, renaissance qui est même applaudie à Hollywood. Los Angeles, l'une des villes au monde qui concentre le plus de parcs d'attractions, avec des géants comme Disney ou encore Universal Studios. Ce soir, des petits Français sont en train de faire là-bas un joli coup. Ils raflent la mise à la barbe des géants mondiaux. Ces 4 Français en nœud papillon forment l'état-major du Futuroscope. Ils ont été conviés à l'une des soirées les plus sélectes de l'année. L'ambiance glamour se décline en robe du soir et smoking. On ne savait pas que c'était un gros événement comme ça. Oui, c'est un peu nos Oscars pour les parcs d'attractions, donc c'est vraiment sympa. Ils viennent recevoir le prix de la meilleure attraction au monde. Le directeur du Futuroscope, Dominique Hummel, en costume bleu, n'est pas peu fier de représenter le parc 100% français. Le patron se prête au jeu des photographes. Il est à la tête de la seule délégation tricolore à ce niveau. Ils doivent leur récompense à une nouvelle attraction créée il y a 1 an, la machine à remonter le temps, dont ils arborent fièrement la mascotte, en forme de lapin. Vous avez quand même de la fierté d'être là ce soir. Oui, on est les petits Frenchies là-dedans et on est très contents, très fiers de représenter aussi le Poitou, le Futuroscope et la France à travers tout ça. En 12 ans aux manettes du parc, c'est la 2e fois que Dominique Hummel monte sur la plus haute marche. On est vraiment content d'être avec vous à Los Angeles ce soir. Merci à notre public, car depuis le début de l'attraction, on a plus 50% de visiteurs.
Donc un retour sur investissement en 1 an, et je suis un patron content. Le parc d'attractions du Futuroscope est un phénomène. Loin du glamour hollywoodien, en pleine campagne près de Poitiers, le Futuroscope, ce sont 25 attractions abritées dans ces bâtiments aux formes étranges. Le parc se présente comme un vaste complexe de 60 hectares, avec 10 restaurants et autant d'hôtels. L'ensemble est ouvert 7 jours sur 7, 11 mois par an. Comment ce parc implanté au milieu des champs arrive-t-il à défier les géants et à attirer 1 700 000 visiteurs chaque année? Un lieu où la famille Montero a décidé de passer 3 jours et 2 nuits. Et forcément, il commence par l'attraction la plus connue, celle des lapins crétins. Elle a coûté 7 millions d'euros au parc. Le décor est plutôt décalé. Après le musée, il pénètre dans cette pièce étrange. On dirait des toilettes qui auraient besoin d'être rafraîchies. En fait, ils prennent place dans un wagonnet. Sur des chiottes. Bah oui, des toilettes. Le succès de cette attraction, c'est un cocktail entre un circuit classique et des projections 3D qu'ils perçoivent à travers leurs lunettes, auxquelles s'ajoutent progressivement des sensations fortes. Ah, regarde les serpents là-bas. Ah, la machine. Depuis 2013, grâce à cette attraction, le parc a gagné 200 000 visiteurs et fait grimper le chiffre d'affaires de 15%. Alors, c'était bien? Terrible, hein? C'était bien marrant. Ouais. Ouais, mais par contre, ils ont complètement mouillé, quoi. Hein? Ils t'ont mouillé? Ouais, non, mais je veux dire, c'est même pas de la pluie, c'est carrément de l'eau. De l'eau? Après les lapins crétins, notre famille se rend vers la deuxième attraction phare du parc, Arthur et les Minimoys. Cette fois-ci, c'est dans une coccinelle géante qu'ils prennent place. Là encore, selon le concept du Futuroscope, elle s'anime face à un écran 3D. On en a plein les yeux. La recette fonctionne très bien. Une quinzaine d'attractions sur 25 proposent ce mélange d'images 3D et de sensations fortes. Et dire qu'il y a une quinzaine d'années, le Futuroscope était au bord de la faillite. Ce parc, c'est l'histoire d'une renaissance. Quand le parc s'est posé comme une soucoupe volante au milieu des champs, le propriétaire de cette maison en a été témoin. Vous avez jamais vu celle-là? Franck Lacou n'habite qu'à quelques kilomètres, à Chasseneuil, avec sa femme et ses 3 enfants. Nous sommes en 1984. Franck n'a que 17 ans quand le premier coup de pioche est donné. Ah, le pavillon Arena. Ah ouais, c'est moi. C'est l'ancien boule. Le pavillon Kilimax. Une révolution pour ce petit-fils d'agriculteur qui d'abord n'a pas vu d'un très bon œil l'arrivée de ces bâtiments à l'architecture futuriste. Ça a changé ma vie, oui, parce que de voir ça sortir de terre, c'est impressionnant, quoi. Moi, je veux dire, qui suis campagnard, que j'ai des champs qui étaient immenses et recouverts par toutes ces technologies qui arrivaient, ça m'a vraiment bouleversé, quoi. Mais très vite, Franck va s'apercevoir que lui aussi peut tirer profit de l'implantation du Futuroscope près de chez lui. Allez, on va aller travailler. Dès son ouverture, ce nouveau site touristique va offrir près de 2000 emplois dans une région très agricole où il y a peu de travail. L'opportunité d'une carrière atypique pour Franck. Depuis 20 ans, il est projectionniste et doit veiller sur la plus ancienne attraction du parc. Cet écran géant, appelé IMAX, 22 mètres de long sur 16 de haut. L'un des plus grands au monde. À l'époque, cette attraction, c'est du jamais vu. De faire plaisir aux gens, de rendre une satisfaction aussi énorme avec des écrans complètement démesurés, là c'est un grand plaisir. C'est une fierté, on va dire, de faire du spectacle pour les gens et de les rendre heureux, justement. Aujourd'hui, on a oublié que le Futuroscope a eu un côté visionnaire.
Au départ, c'est le pari d'un homme, le président du Conseil général de la Vienne. Un ancien ministre au bras long, qui croit au progrès. René Monory vient poser la première pierre le 11 décembre 1984. C'est une grande aventure que nous commençons aujourd'hui, qui a pris beaucoup de corps depuis quelques mois. Il veut moderniser son département et croit énormément aux nouvelles technologies, comme l'image 3D. Il réussit à rassembler plus de 76 millions d'euros de fonds publics pour son grand projet. 3 ans plus tard, en 1987, René Monory savoure sa réussite. L'inauguration se fait en grande pompe avec notamment Michel Drucker, mais aussi ce jeune architecte qui n'a que 33 ans. Denis Laming a construit tous les bâtiments du Futuroscope. À l'époque, il n'existait encore aucun parc d'attractions en France. Nous sommes 5 ans avant l'arrivée du géant américain Disney. Et avec le Futuroscope, il frappait un grand coup. Quand le président de Disney est venu ici, tout à fait au début, eh bien, il a regardé et il a dit « Ça fait longtemps que je n'avais pas vu quelque chose d'aussi beau. Vous avez 10 ans d'avance sur nous. » Et il l'a signé dans le livre d'or. C'était fair play. Et nous avions vraiment innové avec une grande avance. De 1987 à 2000, c'est la frénésie. Le Futuroscope attire jusqu'à 3 millions de Français par an. L'idée centrale des images en 3 dimensions n'est encore copiée par personne. Mais la belle histoire va prendre un coup dans l'aile. En 1992, Disney ouvre ses portes avec son univers très spectaculaire, venu des États-Unis. Ses attractions se renouvellent et sont inspirées de films à grand succès. Puis l'arrivée d'Internet dans les foyers français va aussi ringardiser le Futuroscope. Les nouvelles technologies sont désormais à la portée de tout le monde. Même la revente du parc par René Monory à un groupe privé en 2000 n'enraye pas le déclin. Le Conseil général doit reprendre le Futuroscope 2 ans plus tard, mais tout est à reconstruire. Depuis 2003, l'avenir du parc repose désormais sur les épaules d'un homme. Messieurs, dames, bonjour. Merci, merci. Son patron, Dominique Hummel. Bonjour, bonsoir, bon retour. Cet ancien directeur d'un réseau de concessionnaires automobiles va mettre en place une stratégie nouvelle, tout en gardant l'identité du Futuroscope avec les images 3D. Il exige l'investissement de 10 millions d'euros par an pour moderniser les attractions. C'est particulièrement visible avec l'une de ses préférées, Danse avec les robots. Là, on retrouve effectivement ce que les gens veulent dans un parc d'attractions classique, de la sensation, il faut que ça bouge. Simplement, c'est à la couleur du Futuroscope parce que ce sont des robots. Et dans un lieu qui traite des technologies, le robot a toute sa place. On est resté fidèle aux images, mais on les a fait bouger. Il y a des images aujourd'hui, mais elles ne sont plus du tout sur un écran classique. Son autre intuition, c'est de s'associer avec des grands noms ou des marques déjà connues du grand public. Par exemple, pour Danse avec les robots, il s'est offert le DJ à la mode, Martin Solveig. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens connus, mais surtout des gens qui ont envie de faire quelque chose avec nous et qui nous apportent leur talent. Donc la signature pour chercher de la notoriété, oui. Et souvent, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas si cher de s'associer à une grosse signature. Là, ça a coûté combien de faire Je ne le dirai pas parce que je suis tenu par la confidentialité du contrat. Une logique qu'il va pousser très loin. Il achète Arthur et les Minimoys, un succès de Luc Besson, les Lapins Crétins, qui ont d'abord été les stars d'un jeu vidéo, puis les héros d'un dessin animé à la télévision. Et le Petit Prince, qui sera bientôt remplacé en fin d'année par un autre grand nom, l'Âge de glace. Au total, en 12 ans, Dominique Hummel a investi 120 millions d'euros pour relancer le parc. Et pour pouvoir rentrer dans ses frais, le patron a besoin d'attirer énormément de visiteurs et de leur faire dépenser beaucoup d'argent. Pour cela, il fait d'abord un coup audacieux. En caisse, le prix d'entrée pour un adulte est à 42 €. Le Futuroscope est moins cher que ses principaux concurrents. Le parc Astérix monte à 46 €. Quant à Disney, il est encore plus cher, 69 € l'entrée. Le prix bas du Futuroscope, c'est un choix délibéré.
Le prix du billet doit être le plus faible possible. Et après, c'est à nous de faire en sorte que les gens aient envie, ne seront pas obligés de le faire, de dépenser de l'argent par ailleurs. Aujourd'hui, les gens dépensent plus d'argent à bien manger, à boire un verre par ici, à dormir à l'hôtel, qu'ils ne dépensent de l'argent pour rentrer dans le parc. Démonstration avec la famille Montero, qui a décidé de dormir sur place, dans un hôtel qui appartient au Futuroscope. Oui, on a fait une réservation. Lui est agent de maîtrise dans la métallurgie, elle, assistante maternelle au chômage. Ils gagnent à eux deux 3 000 € par mois. La petite famille a opté pour la formule la plus économique, à 15 € par personne et par nuit. Mais pour ce prix-là, ils dorment tous les 5 dans la même chambre. Une étoile. Pour dormir. Alors, ça y est, vous avez choisi vos lits? Moi j'ai déjà choisi des films en haut. Toi tu te mets en haut? Ouais, toi comme à la maison, t'aimes bien. Papa et maman, ils ont déjà choisi aussi, ce sera celui-là. Alors, monsieur Dac, comment vous trouvez cette chambre? C'est un peu exigu quand même pour 5, mais bon, on va se tenir chaud, c'est pas... On est tous ensemble, on n'a pas pris de chambre non plus, donc c'est sympathique. On n'est pas venu là pour profiter de la chambre, quoi. C'est surtout pour profiter du parc avec les enfants, alors ça servira de ce que ça doit servir. Mais leurs dépenses ne s'arrêtent pas là. Leur package pour 3 jours et 2 nuits coûte 600 €. Il comprend les entrées du parc, l'hôtel et la demi-pension. Nous les retrouvons au petit déjeuner. Victor, le père de famille, pense maîtriser son budget et ne prévoit de s'accorder que quelques extras. Est-ce que vous avez quand même un petit budget extra pour ce parc? Pour les extras, une centaine d'euros, pas plus. Et c'est déjà pas mal. Alors quand on prend un budget sur internet, du moins quand on fait un séjour comme ça, on essaie de tout englober pour pas avoir de surprise. Mais bon, il faut faire quand même plaisir aux enfants, alors on peut pas... parce qu'il faut les contrôler les trois là, sinon le budget explose. Il pense ne pas dépenser plus de 100 € en extra. Ah blablabla. Mais le parc va lui jouer des tours. La tentation est partout. Une conversation. On sourit, je suis le boyard. Est-ce que tout le monde a vu sa photo sur les écrans à l'arrière? D'abord, après chaque attraction, il y a la traditionnelle photo en famille. Première sortie de carte bleue pour Victor. Pour 10 € on a la photo et on l'a en numérique aussi. Voilà, c'est ça. À 10 €, vous avez la photo comme ceci. Et vous avez en plus la version numérique qui vous est offerte. On la prend? C'est une sacrée tête. Ouais, c'est excellent, on est moche, oui, bah, écoute, ça va mieux. on va la prendre. Oui. Puis, leur package ne comprend pas le repas du midi. Et ils sont captifs du site perdu au milieu des champs. Tous les restaurants appartiennent au Futuroscope, alors ils ont beau chercher le déjeuner le moins cher, ils tombent sur une formule fast-food. Mais ce n'est pas donné. Bonjour, alors ça sera 2 menus byzantins. Victor va essayer comme il peut de limiter la casse. Écoutez, moi je vais vous prendre un Ben Jerry là en... Oui, alors par contre, pour les glaces Ben Jerry, il y a 1 € de plus dans le menu. Ah, ça, je préfère vous le dire. D'accord. Je vais plutôt prendre un style de sundae, un Monday blanc. Le Mont Blanc? Oui, le Mont Blanc. Ouais. D'accord. Voilà. Alors 52,40 s'il vous plaît. Enfin, il y a l'incontournable boutique, toujours très stratégique, à la sortie de chaque attraction. Une fois, 2 fois. Non, t'as eu assez de choses. Non, mais je peux ça? Quoi? Même pas dans tes rêves. Je pose ça, je prends le... Non. Si? Non, regarde, papa. C'est ça, vous êtes obligé de fixer des limites parfois? Oui, parce qu'il voudrait acheter tout le magasin en fait. L'astuce du Futuroscope, c'est d'avoir dans ces 10 points de vente des produits dérivés qu'on ne trouve pas ailleurs. 20% de l'offre. Les best-sellers, ce sont ces peluches de lapin à plus de 59 € qu'ils ont en exclusivité et qui font un malheur. La famille Montero a essayé de se limiter, mais elle a encore dépensé plus de 50 €. À l'arrivée, on est très loin du package de base à 600 €. Les petits extras ont fini par peser très lourd. Il y a la photo à 10 €, les déjeuners pour 3 jours à 180 € et aussi les souvenirs de la boutique à 50 €. Au total, leur séjour aura coûté 840 €, soit 240 € de plus que l'offre sur laquelle ils ont cliqué sur Internet. C'est le jeu, hein. Avec les enfants, de toute façon, à un moment donné, on est toujours obligé de dépasser. En général, un visiteur au Futuroscope dépense 4 € de plus que chez Disney.
Grâce à toutes ces dépenses à l'intérieur du parc, en 10 ans, le Futuroscope a ainsi doublé son chiffre d'affaires pour atteindre aujourd'hui 85 millions d'euros, juste derrière l'imposant Disneyland Paris. Et il fait 3 millions d'euros de bénéfices. Mais pour que la belle histoire se poursuive, le Futuroscope doit continuer à innover. Dominique Hummel, le patron, fait le tour du monde en permanence à la recherche de nouvelles tendances. Mais tous les 2 ans, il a un passage obligé à Los Angeles, une référence mondiale pour les parcs d'attractions. Direction Universal Studios, l'un des plus créatifs, qui attire surtout 4 fois plus de visiteurs que le Futuroscope. Dans la liste des participants. Le petit effet de fumée. Dominique Hummel est accompagné de 2 proches collaborateurs. À droite, Olivier Héral, chargé des nouvelles attractions. À gauche, Jean-Pierre Joyot, ingénieur responsable des effets spéciaux. Significativement en travaux. Je me rappelle, il y avait une maison des horreurs. Incognito, l'équipe du Futuroscope observe rêveur les attractions grandioses qu'ils ne pourront jamais s'offrir et celles qui vont bientôt ouvrir. Comme ici Harry Potter, attendu pour l'été 2016. Et la neige. Un joujou à plus de 450 millions d'euros. La fausse neige. Ah, ça va être énorme. Si son chéquier ne lui permet pas de faire de telles folies, Dominique Hummel et son équipe n'en restent pas moins très attentifs. Car ce qu'ils sont venus chercher ici, ce sont des idées dans le style du Futuroscope qu'ils pourront décliner à moindre coût de retour en France. Pour cela, ils n'hésitent pas à tester eux-mêmes certaines attractions, comme ici celle appelée King Kong 360. Le visiteur est dans un bus, plongé dans le noir, et secoué devant des écrans 3D. Ça, c'est super. Je sais pas où ça vient. Il y a des grosses giclettes, hein. Ladies and gentlemen, King Kong. Allez, très bien. Ils ont adoré et voudraient bien s'en inspirer. Actuellement, aucune attraction au Futuroscope ne mêle une promenade en bus à l'extérieur et le passage devant des écrans 3D. C'est peut-être un déclic. Donc cette idée-là qu'à un moment donné, on se retrouve dans un décor par la 3D et la plateforme qui bouge, elle nous intéresse beaucoup. On va devoir réinventer la technique parce que ce sont des brevets qui sont déposés. Donc c'est juste une idée qu'il faut ensuite repenser. S'ils n'ont pas le droit de copier directement la technique d'une attraction, ils ne vont pas se gêner pour délibérément s'inspirer de tout ce qu'il y a autour. Ces petits plus qui font toute la différence. Exemple, cet espace de jeu entièrement dédié aux enfants à l'effigie de la nouvelle mascotte du parc, le Mignon. Donc ça c'est lié à Moins moche et méchant. Ah ok, c'est là, on est rentré dans l'espace. On retrouve les personnages un peu. Olivier, chargé des nouvelles attractions, se voit déjà copier cet espace de jeu pour sa propre mascotte en forme de lapin. Ce qui est intéressant, c'est le dispositif de croiser différentes expériences, de l'eau, du jeu et tout ça. Ça participe complètement à une expérience de sortie de boutique. Les Américains sont très sur des landes, créer vraiment étendre au-delà de l'attraction, l'univers, et voilà, ça c'est inspirant. Mais ils repèrent aussi la manière dont on vend les nouvelles attractions. Ici, en bas de ces escalators, une hôtesse accueille les visiteurs, le micro à la main. Alors ça c'est une petite idée là par exemple au passage comme ça qu'on peut choper. Ça nous on fait pas comme ça. Mais là il est en train de faire de la publicité pour une attraction qui est un peu plus loin, qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Et donc on incite les gens qui ont des choix à faire d'aller plutôt là qu'ailleurs. Mais voilà, des petites choses comme ça aussi qui sont intéressantes quand on se promène. Des petits plus qu'ajoutent partout plusieurs centaines d'employés du parc. Dominique en est persuadé. Il tient là une des clés du succès. Il y a une belle qualité de service ici. Alors c'est aussi une économie différente. Aux États-Unis, on est dans une économie du service, de la relation humaine. Je suis très frappé de ça. Il y a énormément de personnel partout. Et donc ça crée aussi des occasions de lien. Donc il faut vraiment qu'on y travaille. Il y a sûrement un modèle social à réfléchir dans les parcs français. On a plus de mal à mettre beaucoup d'effectifs, mais pourtant il y aurait là un vrai bonus.
en attendant de développer ses idées venues d'outre-Atlantique. Hi, nice to see you. Dominique Hummel et ses équipes devront réussir un autre pari tout aussi ambitieux. Une nouvelle attraction en collaboration avec le producteur mondial de spectacles, le Cirque du Soleil, dès l'été 2016. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, enquête exclusive avec Bernard de la Villardière. Merci à Stéphane Martin et à toute la rédaction. Merci à Laurent Renaudy et la production. À la réalisation ce soir, Nicolas Druet. Demain c'est lundi. Je vous envoie plein de courage. On se retrouve dans 15 jours. Bonne semaine à tous.